Madame, Monsieur, bonjour. C'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons chaque dimanche à partir de 11 h pour analyser, commenter et décrypter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 décembre 2023 et le dernier numéro de votre émission Débat de presse est consacré donc à deux sujets majeurs. Il s'agit de l'entente trouvée entre l'État et IAM Gold Essakane SA pour un règlement à l'amiable de l'affaire Charbon Fin. Le deuxième point est consacré au bilan de l'année 2023, un bilan au plan sécuritaire, politique, économique et de la gouvernance. Alors, pour échanger autour de l'ensemble de ces points, je suis en compagnie de 4 chroniqueurs de la presse nationale. Abdoulaye Tao, directeur de publication de l'Économiste du Faso, est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Avec nous également Aimé Kambiré, directeur de l'agence d'information du Burkina. Bonjour. Bonjour Sanou, bonjour à tous. Dabadi Zumbara, rédacteur en chef du journal Le Pays, est sur cette table. Bonjour. Bonjour Sanou, bonjour chers téléspectateurs. Quatrième invité, Adama Kaboré de Attitude Média. Bonjour. Bonjour Abouakar, bonjour aux web spectateurs de la RTB. Merci à tous pour votre disponibilité. Alors, c'est une affaire qui défraie la chronique au Burkina depuis 5 ans. L'affaire Charbon Fin est définitivement close. L'État burkinabé et la société IAM Gold Essakane SA ont choisi le règlement à l'amiable pour donc clore cette affaire. La société minière consent à payer une amende de 9 milliards de francs CFA à l'État qui garde l'entièreté de la cargaison de charbon fin. Alors c'est une actualité que vous avez suivie. Comment est-ce que vous analysez cet accord transactionnel trouvé entre l'État et donc la société Essakane SA dans ce dossier dit du charbon fin? Tao. Bon, je pense que l'accord pour beaucoup de personnes, bon, c'était un enfin, c'est-à-dire un ouf, parce que l'affaire n'avait que trop duré. Maintenant, les supputations aujourd'hui, c'est pourquoi maintenant on fait l'accord. Je pense qu'il y a deux parties qui étaient en conflit, qui ont utilisé une opportunité, j'allais dire, que les textes leur offrent pour mettre fin au conflit, parce qu'effectivement, 5 ans de procédure judiciaire coûteuse qui prend du temps. Donc je pense que, bon, tout intérêt bien compris, les deux parties ont décidé de clore le dossier. C'est vrai que ça va être présenté au juge le 4 pour en tirer les conséquences de droit. Dans l'affaire, je pense que, bon, beaucoup de gens se plaignent, non, il n'y a pas eu de justice. Mais n'oubliez pas qu'on est quand même dans une affaire qui est d'abord commerciale et que c'est une question de finances. Il y a dans cette histoire effectivement les projets, comment on appelle ça, si on arrivait à une décision judiciaire, ça c'est pas extraordinaire si on arrivait à une décision judiciaire parce que le procès c'était pas sûr qu'il finisse tout de suite avec les recours jusqu'en cassation, ce qui était possible. Ça allait prendre beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Donc, l'un dans l'autre, je pense que les deux parties ont trouvé que c'était nécessaire de mettre fin au conflit avec peut-être des arguments qui leur sont propres. C'est les intérêts de chaque partie qui sont préservés dans cet accord. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et la clôture probable du dossier, c'est ce qu'il faut, dans un premier temps, comment on appelle ça, retenir. D'accord. Alors, Aimé Kambiré, quelle est votre analyse sur ce sujet? Oui, c'est une happy end. Digne d'une nouvelle littéraire avec l'effet de surprise d'inattendu, mais qui soulage, je pense que non seulement les observateurs, parce que c'est devenu un feuilleton judiciaire, le citoyen lambda burkinabé, il suit tout ce qu'il attend, qu'est-ce que le Burkina va gagner dans cette affaire, et l'affaire s'est retrouvée juste dans les mains de ceux qui maîtrisent un peu le droit. Et on ne sait pas quand ça va finir, entre guillemets, pour parler un peu de façon triviale, ça commence à nous fatiguer. Tout ce qu'on veut, si c'est Essakane qui a fraudé l'or, eh bien, que la société puisse remettre l'or et payer les dommages qui vont avec. Si c'est l'État qui a mal compris,
que Essakan puisse reprendre ses activités. Mais je pense que si c'est dans le domaine judiciaire, on va de décision en décision, on peut faire appel de la décision et ça risque de durer. Vous savez, le système judiciaire qu'on a hérité, qui est de droit romain, même dit que vaut mieux l'arrangement le plus mauvais que le meilleur des procès. Donc je pense qu'à un certain moment, là où vont les choses, ou alors Essakan a tort et risque de fermer ses portes, compte tenu de tout ce que Essakan a déjà engagé même pour prouver son innocence, ou alors c'est l'État à qui on donne tort et qui perd après avoir mis aussi beaucoup d'énergie. Donc je pense que les deux parties ont convenu de trouver un arrangement et moi je pense que c'est bravo. Est-ce qu'on peut qualifier cet accord d'un accord gagnant-gagnant finalement? Moi je pense que déjà le fait que ça mette fin à ce feuilleton, à travers la presse on lit déjà ce que Essakan a engagé. Et vous voyez l'effort de l'État, ne serait-ce que la mobilisation de tous les magistrats autour de ce feuilleton. Et pendant ce temps, la mine n'a plus la tête libre pour continuer ses activités qui nous reviennent d'une certaine manière à travers les taxes, etc. Donc je pense que... Et puis ça ne donne pas une bonne image du Burkina par rapport à ceux qui voudraient venir profiter des opportunités. Donc je pense que ce fut une très bonne décision, une sage décision. Je ne sais pas, je pense que j'ai lu que l'initiative vienne de Essakan, peut-être que j'ai mal lu, mais je pense que le fait que le gouvernement ait accepté cette option, c'est vraiment quelque chose à saluer. Et en même temps, ça pose sur la table la question du système judiciaire que nous avons hérité. Vous savez que si c'est au village, vous avez volé un bœuf, et qu'on vous prend la main dans le sac, vous restituez le bœuf, peut-être la seule sanction, c'est la honte. Alors que si c'est le système actuel, c'est-à-dire on va vous jeter en prison, on va mettre votre famille en difficulté et on extirpe d'un acteur économique qu'on le met en prison et que vous devrez nourrir encore cet acteur. Donc je pense que c'est souvent l'occasion, souvent de mettre sur la table le système, pas de dire que tout est mauvais, mais qu'il y a des choses que nous devrons revoir souvent parce que... Et voilà, tout à fait. Nos réalités. Voilà. Alors, Dabadi, votre avis sur cet accord? Je pense qu'il était quand même temps de mettre fin à ces feuilletons judiciaires qui a tenu les Burkinabés en haleine pendant pratiquement 5 ans, dans la mesure où il était visiblement difficile de vider rapidement ce dossier par la voie judiciaire, au regard justement du caractère assez technique, complexe des dossiers. Donc je pense qu'il fallait envisager effectivement la possibilité de régler l'affaire à l'amiable. Je pense que c'est d'autant plus nécessaire pour les deux parties que, comme certains l'ont dit, il faut quand même reconnaître que les dommages devenaient de plus en plus importants. Du côté de la mine, il y a beaucoup de moyens qui ont été mobilisés, que ce soit les frais des expertises, les frais des avocats, etc., sans compter le fait qu'il y a quand même l'image de la société qui a pris un coup. Du côté de l'État aussi, on a vu quand même de bourses d'énergie. Il y a la mobilisation des ressources humaines et des ressources financières également. Dans un contexte de guerre, ce n'est pas évident. Donc je pense qu'au regard de tout cela, les deux parties ont décidé effectivement de trouver un modus vivendi et on peut dire que bon, c'est tant mieux. Parce que je pense qu'en prenant cette décision quand même, chaque partie préserve ses intérêts. Je pense que l'objectif c'est de cela. Parce que comme on le dit, un procès, lorsqu'on va à un procès, on n'est jamais sûr de le remporter. On peut même gagner le procès sans être dédommagé. Il y a des cas qui sont emblématiques. Vous avez même le cas de notre compatriote Yada de la société Cotradis face à Feni Brousset. Il a remporté le procès, ça fait maintenant un bout de temps, mais jusque-là, il n'a pas été payé. Donc, ça montre à quel point il est souvent complexe en matière judiciaire, surtout quand il s'agit d'affaires. Et donc, je pense ici qu'il faut quand même, j'allais dire, saluer en tout cas la détermination des agents de l'État qui ont fait preuve de piancité parce que, convaincus qu'ils défendaient effectivement les intérêts du Burkina, ils n'ont pas voulu lâcher l'affaire aussi rapidement. Ils ont bataillé jusqu'à ce qu'on arrive à cet accord. Je pense aussi que la partie adverse n'en demeure pas moins exemple parce qu'elle a aussi fait quand même preuve d'une certaine manière de fair play, en acceptant d'abord de mettre, j'allais dire,
les cantines à la disposition de l'État pour traitement, pour connaître véritablement la quantité de l'or contenu dans les minerais, mais elle a aussi continué à s'acquitter de ses obligations fiscales et d'assumer son rôle justement, son rôle social. Et donc, naturellement, en accompagnant le développement socio-économique du Burkina, et plus particulièrement de la région du Sahel, on a vu à travers certains reportages que la société continuait quand même de mener cette activité, malgré effectivement le contexte que l'on connaît. Donc je pense qu'en trouvant un accord, chaque partie, on préserve en tout cas les intérêts de chaque partie, on renforce effectivement la coopération, et puis bon, ça permet aussi quand même de dire aux autres, comme certains l'ont dit, que ceux qui voudraient venir investir au Burkina, il y a la possibilité, lorsqu'on est confronté à de telles difficultés, de trouver des parades et de pouvoir résoudre les problèmes. Parce que la voie judiciaire, il faut le dire le plus souvent, ça quand même porte préjudice aux entreprises. Parce qu'il y a l'image qui va prendre un coup. Et lorsque vous allez vouloir signer des contrats ailleurs, on va dire, attention, cette société a été condamnée dans tel pays pour telle ou telle raison. Et l'État aussi, bon, il faut le dire clairement, lorsque c'est un tel procès, ça ne fait pas bien également non plus, parce que ça donne l'image d'un pays où le deal, voilà, pion sur rue. Et donc, je pense qu'en parvenant à un tel accord, bon, en tout cas, on sauve les murs d'une certaine manière, on s'en sort quand même, à mon avis, gagnant. Parce que dans tous les cas, comme on l'a dit, l'État quand même engrange, j'allais dire, des ressources importantes. Dans ce contexte de guerre, nous avons besoin d'argent. C'est bon à prendre. Et la société aussi, bon, va travailler à redorer son image et puis se consacrer davantage à ses activités. Ok, alors en tout cas, le ministre en charge des mines sur notre plateau de 20h a donné des explications en lien avec cette affaire et cet accord, justement, qui est conforme donc, à la loi portant organisation de la commercialisation de l'or et autres substances précieuses au Burkina Faso. Adama Kabore. Je pense qu'il n'y avait pas meilleure issue que cela. C'est ce que je m'attendais d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les procès, ça coûte faramineusement des sommes colossales, voilà, et tant pour les différentes parties qu'en termes d'énergie aussi, et en termes de pression aussi pour les magistrats, les juges en charge de cette affaire, dont les tenants, les aboutissants n'étaient pas assez très évidents. Du reste, il faut dire que on sauve les meubles d'une certaine manière, et ça anticipe un peu déjà ce qui est inscrit dans le projet de révision de la Constitution, qui aspire beaucoup à une justice beaucoup plus pas occidentale, mais calquée un peu sur nos valeurs, qui permet en tout cas d'éviter un certain nombre de dérives. Parce que déjà là, ça permet à la société de pouvoir conserver et les emplois, parce que si éventuellement il venait avoir une décision de justice, ça dit que ça pourrait peut-être entraîner la liquidation de cette société-là, et partant, c'est des emplois qui vont en partir, c'est des ressources fiscales que l'État burkinabé viendra à perdre. Nous sommes également dans un contexte sécuritaire, et je me dis que déjà que la société elle-même a fait le premier pas en concédant les cantines qui contiennent la matière, ainsi que des dommages à hauteur de 9 milliards, et ça va venir un temps soit peu permettre au budget, notamment de la défense et de la sécurité, de souffler un temps soit peu, surtout quand vous voyez un peu, déjà je crois qu'en 2023, quand on voit le rapport que le ministère de l'économie a fait sortir récemment par rapport aux performances de l'année 2023, je crois qu'il y a un petit gap financier. Je parle sous le contrôle du chef Tao. Donc déjà, ça vient compenser un peu, et puis ça vient en tout cas soulager peut-être ce qui est déjà attendu des Burkinabés en 2024. Le chef de l'État l'a annoncé. En 2024, les salariés, que ce soit du privé ou du public, vont devoir encore serrer un peu la ceinture. Et je crois que on dira, c'est vrai que les Burkinabés voudraient savoir la vérité, mais la vérité aussi a un prix. Déjà qu'il y a toute une mécanique qui est déployée en termes d'expertise, de contre-expertise, voilà, des différentes parties. C'est déjà coûteux, et cette somme-là même aurait peut-être pu servir si peut-être dès le départ, bon, en tout cas, la partie accusée reconnaissait peut-être, bon, entre griffes, je ne dis pas qu'elle est coupable, voilà, prenez ce pas-là, mettez ce pas-là en dessus, là, ça allait permettre peut-être d'éviter toute cette débauche-là, et sûrement même que les magistrats qui étaient commis à cette tâche-là, qui sont commis à cette tâche-là, ont reçu probablement des influences, des menaces, je ne sais pas, je parle entre griffes. Donc, du coup, je me dis qu'en tout cas, ça permet aux
Burkina de faire un pas et de rassurer davantage les investisseurs. Et c'est l'occasion peut-être pour éviter éventuellement ces situations-là. C'est vrai que le code minier qui est déjà là, il n'est pas mal, hein, mais il va falloir le réviser encore pour qu'il soit beaucoup plus attractif en préservant en même temps les intérêts du Burkina Faso. D'accord. Alors oui, dernière réaction sur ce sujet. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce problème. Mais je pense qu'il faut peut-être aussi éviter d'acculer la justice dans ce dossier. Parce qu'on a constaté lors des audiences que le dossier était très technique. Très technique et même on utilisait même des dictionnaires pour s'entendre sur certaines situations. Donc c'est quelque chose de nouveau. C'est une affaire le charbon, c'est la première fois que ça arrive devant un tribunal. Donc il fallait que les gens soient aguerris. Donc il y a cette faiblesse-là qu'on a pu constater. Mais la tenue même du jugement, on a vu que le juge était assez ouvert. Je pense qu'il veille à ce que les intérêts de chaque partie, en tout cas, soient préservés, que chacun ait la parole, chacun use des moyens légaux de droit pour se défendre. Mais au rythme où on allait, ça allait être très long. Et ça, je pense que les partis étaient très lassés par ce long feuilleton. Et par ailleurs, dans les coulisses, on disait que le gouvernement voulait clore le dossier avant 2024. Donc je pense que c'est tout ça qui a précipité un peu l'accord. La deuxième leçon, et ça c'est très important, sur le charbon fin qu'on doit retenir. C'est vrai que Istrakhan a eu l'initiative de traiter son charbon fin. Ça n'a pas marché, ils ont dû exporter. Mais aujourd'hui, je pense que l'État en a tiré vraiment les leçons. Avec la cargaison, l'État lui-même va traiter, donc on ne peut plus obliger l'État sur le traitement du charbon fin. Il y a eu des expertises qui ont été commises. L'État, aujourd'hui, en tout cas les techniciens de l'État, ont leur idée. En tout cas. Voilà, c'est le mot exact. Capitaliser. Quel usage on peut faire du charbon fin? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et je pense que c'est la grande leçon, parce qu'apparemment, dans les coulisses, il y a une usine de traitement de charbon fin qui va s'ouvrir. Ce stock va être le stock peut-être initial pour essayer de valoriser le charbon fin. En tout cas, merci à tous pour vos différentes contributions sur ce sujet. Alors, je le disais au début de cette émission, nous sommes le dernier jour de l'année 2023 et c'est l'occasion pour nous de dresser le bilan de cette année qui s'achève. À coup sûr, nous ne pourrons pas aborder tous les aspects. Je vous propose alors de faire un bilan sur le plan sécuritaire, politique et de la gouvernance économique. Alors, Kambiré, que retenir de l'année 2023 sur le plan sécuritaire? J'aurais souhaité commencer par sur le plan de la communication. Parlons sécurité d'abord, oui, parce que le pays est en guerre. Oui, il y a essentiellement l'espoir de trouver. Je pense qu'il y avait des mots que l'armée sortait que nous ne comprenons pas, c'est-à-dire à savoir la démoralisation des troupes. Mais vous savez, lorsque les gens quittent le front et reviennent pour une permission et se rendent compte que déjà même la famille vous considère comme quelqu'un qui est déjà mort parce que les nouvelles ne sont pas bonnes, je ne pense pas que vous repartez boostés de plein d'énergie. Aujourd'hui, quand ils reviennent, on les accueille en héros et même s'ils ont perdu des hommes, ils repartent avec pleine confiance pour continuer le travail. Donc, je pense que ce soit au niveau des Burkinabés ou au niveau des forces combattantes qui sont sur le front, du côté sécuritaire, ce qu'on peut noter, c'est l'espoir. Et tout le monde sent que la fin n'est pas loin et qu'il faut toujours pousser dans ce sens. Maintenant, en détail, autour de tout cet espoir-là, il y a l'armement qu'on a acquis. Je pense que des avions de combat, des drones, des équipements individuels et collectifs qu'on a acquis. Et il y a des localités qu'on a libérées. Il n'y a plus de zones inaccessibles par nos forces de défense et de sécurité. Quand bien même c'est difficile, on organise des convois et toutes ces zones sont ravitaillées. Il n'y a plus cette zone-là considérée comme un repère protégé où on ne peut pas y mettre pied. Et vous avez vu que je pense que c'était peut-être un barreau d'honneur lorsque les terroristes, sans doute chassés entre autres au niveau de Kidal, on pensait qu'ils pouvaient s'installer et déposer leurs valises à Djibo. Je pense qu'ils ont attaqué par milliers. Et là, on les a mis en déroute. Donc, pour moi, c'est des éléments que je peux retenir en termes d'équipement. Parce que dans l'adresse du président
l'année passée, pour la fin d'année, effectivement, il disait que les VDP seraient formés et qu'ils seraient équipés et qu'il allait mettre un point d'honneur à renforcer l'équipement. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai écouté le ministre d'État Bassolma hier sur les antennes de la radio nationale, qui disait que même ce qu'on a eu, c'est peut-être la moitié et qu'il y a d'autres encore qui vont venir parce qu'on a pu lever tous les goulots d'étranglement, les interdictions tacites ou formelles, c'est-à-dire que du coup, souvent là où on veut, les partenaires qui ne voulaient pas nous vendre, les fabricants qui ne voulaient pas nous vendre, souvent on les retrouve même de l'autre côté, qui sont prêts à nous vendre et qui disent cochez ce que vous voulez, parce que souvent ce n'est même pas eux qui fabriquent, eux ils étaient des intermédiaires. Bref, donc en termes d'équipement, je pense que c'est une satisfaction, et d'autant plus que les autorités disent que ça va toujours se poursuivre. En termes de recrutement, l'effectif a été renforcé, que ce soit au niveau donc, des forces paramilitaires, les forestiers, les policiers, que ce soit les forces combattantes, l'armée, notamment l'armée de terre, la gendarmerie et j'en oublie. Donc l'effectif aussi a été renforcé. On est étonné, mais surtout réjoui que malgré cet effectif-là, on ne nous parle pas de cessation de paiement comme on nous l'annonçait. On dit que dès lors que vous allez arrêter vos relations avec la France, on ne pourra même plus payer les salaires. Alors que là, on recrute des gens, on continue d'entretenir les VDP, de les équiper, mais aussi de renforcer l'équipement, l'effectif donc de l'armée et des forces paramilitaires. Au-delà, côté sécuritaire, on peut voir les relations qu'on a tissées avec les pays voisins, dans le cadre donc, de l'Alliance des États du Sahel, qui permettent même d'agir de façon concertée. Ça va au-delà du simple partage d'informations pour mener des opérations conjointes, à la limite comme si c'était une seule armée qui agit, avec les résultats que nous avons. Donc on a renforcé donc, cette coopération qui était nécessaire avec les pays voisins qui vivent la même réalité, en entendant éventuellement que les pays du Sud, qui ne sont pas autant victimes que nous, puissent aussi accepter une collaboration sincère afin qu'on puisse non seulement chasser les terroristes du Sahel et que les terroristes ne puissent pas donc mettre pied dans les zones côtières. D'accord, Dabadi, votre analyse, votre décryptage de l'année 2023 sur le plan sécuritaire. Bon, je pense que sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu le recrutement ou des recrutements massifs de forces de défense et de sécurité. Il y en a eu également pour les VDP. Il y a eu la réorganisation même de l'armée, il faut le dire clairement, avec la création de nouvelles régions militaires, de nouvelles légions de gendarmerie. Il y a eu la création aussi des bataillons d'intervention rapide qui font un travail admirable aujourd'hui sur le terrain. Au niveau des paramilitaires, il y a eu la constitution ou en tout cas la mise sur pied d'unités combattantes. Par exemple, au niveau de la police, vous avez les Goumi, etc. Et il y en a dans pratiquement tous les corps, on a assisté effectivement à cette, j'allais dire, exactement, les gendarmes auxiliaires, etc. Donc, en fait, à tous les niveaux, quand même, on a essayé de réorganiser les forces. Alors, je pense que c'est tout le monde important parce que ça permet un meilleur maillage du territoire. Alors, sur le plan, effectivement, de la logistique, il faut dire qu'effectivement, on a quand même acquis beaucoup de moyens qui permettent aujourd'hui, effectivement, à nos soldats de se déplacer plus rapidement et surtout de pouvoir, effectivement, tenir la dragée haute à l'ennemi si ce n'est pas même le mettre en déroute. Et donc, on peut dire effectivement que sur ce plan, il y a quand même de l'espoir parce que, comme certains l'ont dit, les moyens vont se suivre. Aujourd'hui, quand on voit sac militaire avec tout le matériel nécessaire, casque, gilet pare-balles, des chargeurs avec une arme neuve, bon, ça fait plaisir, même en tant que simple citoyen ordinaire, ne parlons pas des soldats. Et donc, je pense qu'il y a cet aspect. Alors, sur le terrain, il faut dire que les lignes, quand même, ont plus ou moins bougé parce que on peut dire que la paix est en train de changer de cas, si ce n'est même pas déjà le cas, parce que de plus en plus, en passant de la stratégie de la défense à l'offensive,
Et nous avons effectivement quand même réussi à inverser, j'allais dire, la tendance, parce qu'avant, c'était l'ennemi qui prenait l'initiative de venir nous attaquer, et nous, on était obligés de riposter à chaque fois. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où c'est l'offensive. Ça veut dire que nous aussi, nous prenons l'initiative d'aller attaquer. Et là, ça met effectivement en déroute l'ennemi. Et donc, ça fait que, bon, quand on voit des terroristes qui détalent face à la puissance du feu, il faut quand même reconnaître que, bon, c'est dû effectivement au fait qu'on a acquis un certain nombre de moyens, ce qui participe naturellement à la montée en puissance de l'armée, ce qui est une excellente chose. Mais je pense que l'élément le plus important, c'est le volet psychologique. Parce qu'il faut dire que le moral était vraiment dans les chaussettes. Et que ce soit du côté des militaires que des civils. Aujourd'hui, sur le plan psychologique, nous avons quand même, j'allais dire, un niveau élevé aujourd'hui. Les gens n'ont plus peur comme avant, où quand on criait terroriste, ça courait dans tous les sens. Aujourd'hui, on voit le simple fait de voir les terroristes détalés face à la puissance du feu, ça montre effectivement que ces gens ne sont pas invincibles. Or, il y a quelques années, on les présentait comme des gens qui sont en quête de la mort, qui n'ont pas peur de mourir, etc. Ils se paradaient dans les villages, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils attaquaient les camps militaires comme ils voulaient, ils ramassaient tout et puis ils s'en allaient tranquillement. Donc aujourd'hui, ils peuvent attaquer, mais ils ne peuvent pas répartir. En tout cas, oui, voilà. Ils sont plus armés. Exactement. Donc, je pense quand même que sur ce plan, on peut dire qu'effectivement, que sur le plan sécuritaire, on a gagné effectivement en puissance. Mais cela dit, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, comme on l'a dit. Il y a beaucoup encore à faire parce qu'on constate toujours qu'il y a des localités où malheureusement, et ces mêmes terroristes continuent effectivement de rendre la vie difficile aux terroristes. Je parle des régions, par exemple, beaucoup de monde où beaucoup n'ont pas pu cultiver cette année. Or, c'est le grenier du Burkina. Vous voyez aujourd'hui déjà, si on regarde sur le plan alimentaire, ça va poser un problème. On a effectivement une situation déficitaire qu'il faut combler. Parce qu'il y a des régions où on n'a pas pu cultiver. Et donc, je pense qu'il faut maintenir cette pression, renforcer surtout les actions sur le terrain, ce qui permettra effectivement à l'ennemi de reculer, et sinon de prendre la Tanzanie ou en tout cas de rendre les armes. Mais bien entendu, cela n'est pas seulement du fait des militaires. Il faut que l'ensemble des Burkinabés s'engagent parce que comme on le dit, comme quelqu'un le disait, la guerre est trop sérieuse pour être confiée au sein du militaire. Donc il faut que les civils aussi jouent les partitions. Et je pense que beaucoup le font déjà à travers, en tout cas, la contribution, parce qu'aujourd'hui, avec la création du fonds de soutien patriotique, on voit qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui, quand même, acceptent de délier les cordons de la bourse, ce qui est une excellente chose. Justement, Adama, ce fonds de soutien patriotique, en tout cas, a été un élément déterminant pour l'équipement des forces de défense et de sécurité, et plus précisément des VDP aujourd'hui, qui arrivent donc à sécuriser des localités entières grâce donc à ce soutien populaire, donc de la population burkinabé qui contribue à l'acquisition des moyens de combat. Ça veut dire tout simplement que la population, le peuple burkinabé, en tout cas, est derrière son armée pour venir à bout de cette guerre asymétrique, bon, a priori imposée. Et donc, il faut se dire que, en tout cas, ça a permis, et dès le départ, avec l'augmentation de certaines taxes, notamment quand je prends la boisson, notamment sur certains produits, il y avait des dents qui avaient commencé à se grincer, patati patata, jusqu'à ce que le président himself fasse un reportage sur le matériel acquis pour montrer à quoi a servi cet argent-là, voilà, pour pouvoir équiper les militaires. Aujourd'hui, ce qui est le plus important dans cette lutte-là contre le terrorisme est que c'est l'initiative même que nos forces de défense et de sécurité, je salue au passage nos forces de défense qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie, ainsi que les veuves et les orphelins, voilà, qui prennent l'initiative maintenant pour aller à l'attaque de cette horde dienne-là, voilà, qui sont venus de nulle part, armés par qui on ne sait pas, pour attaquer le Burkina Faso. Donc c'est dit que c'est très important et qu'il va falloir que cette mobilisation patriotique-là puisse continuer et que, en tout cas, ces fonds, c'est vrai que depuis un certain temps, je crois, si j'ai, sauf erreur de me tromper, j'ai pas eu de retour par rapport à la gestion, parce que ce qui va être assez un élément déclencheur aussi, c'est de faire
toute la transparence sur ce fonds-là, parce que ça va amener les gens à avoir plus de confiance à la gestion. Parce que ce qui a autrefois fait le bémol de la lutte là, c'est parfois l'utilisation irrationnelle des ressources mises à la disposition. Donc il va falloir peut-être régulièrement, on ne demande pas de rentrer dans les détails dans l'acquisition du matériel, mais on dit en tout cas faire un bilan global, permettre aux contributeurs, en tout cas à ceux qui sont engagés dans cette histoire-là, de pouvoir savoir où ça va exactement. Et également trouver encore d'autres stratégies de mobilisation des ressources, parce que j'ai l'impression aussi que les circuits étatiques, c'est vrai que c'est une contribution volontaire, mais je sais qu'il y a des fonctionnaires qui ont déposé aussi, en tout cas, c'est les fiches de contribution, malheureusement, jusqu'à présent, qui n'ont pas été prises en compte. Voilà. Donc, il va falloir peut-être amener les responsables des ressources humaines des différents ministères, voilà, de veiller au gré pour ceux qui viennent remplir les fiches de soutien là, pour que ça soit assez diligent. Donc, en tout cas, c'est un pas de gagner. Déjà, nous avons du matériel et on a bon espoir que ceux qui nous refusaient hier d'avoir le matériel là sont en train de changer de fusil d'épaule, parce que eux-mêmes, ça ne les arrange pas du point de vue économique. D'autant plus que ce sont les intermédiaires qui ne sont même pas directement des fabricants. Du reste, en tout cas, les nouvelles relations que le Burkina Faso a eu à tisser avec certains pays est l'un des facteurs, en tout cas, qui a permis vraiment de changer, que la peur change de camp. D'accord. Alors, Tao, on peut dire aussi que cette année a consacré la mort du G5 Sahel avec le retrait du Burkina et du Niger. Et puis maintenant, l'Alliance des États du Sahel, effectivement, qui se présente également comme une alliance de défense donc, des trois pays. Je pense que définitivement, le G5 a été, j'allais dire, enterré. Et comme la nature a horreur du vide, l'AES est en train de sortir sa tête de l'eau. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, parce que vous savez que les meilleures unions, c'est quand on a les mêmes préoccupations et les mêmes problèmes à résoudre. On a trois pays qui sont dans l'œil du cyclone, qui ont besoin de préserver leur intégrité territoriale, qui ont besoin, qui étaient déjà dans des unions, donc qui avaient des relations commerciales et économiques, qui ont besoin de renforcer ça justement face à l'adversité qui se trouve autour d'eux. Je pense que c'est une nouvelle donne. Maintenant, moi, actuellement, les premiers ministres sont en réunion. Je crois qu'ils étaient en réunion cette semaine pour voir un peu comment ils peuvent consolider l'AES. C'est une très belle initiative. Maintenant, il faut aller, j'allais dire, de façon déterminée, en structurant vraiment ce nouveau regroupement pour qu'il préserve effectivement les intérêts politiques, économiques et social des populations. Et surtout sécuritaire, quand on a vu la mobilisation du Mali et du Burkina, qui a permis peut-être à la CEDEAO de ne pas intervenir. Quand je parle d'intérêts des pays qui se mettent ensemble parce qu'ils ont les mêmes problèmes, les mêmes intérêts, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fonde notre union sur nos préoccupations et nos problèmes à gérer. Du coup, ça forme une sorte de solidarité qu'on est en train de formaliser. Et c'est tout à fait normal. Et s'il n'y avait pas eu cette solidarité, peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas d'AES. Il y aurait un pays qui avait été déjà balayé, enfin les dirigeants d'un pays qui auraient été déjà balayés de la scène. Bon. Alors, Dabadi, parlons à présent donc, de politique. Donc, au Burkina, en 2023, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur le plan de la gouvernance politique? On peut quand même noter quelques éléments. Il y a eu la suspension prolongée des activités des partis politiques et des associations, des OSC. Et vous avez également une sorte de marquage à la culotte des acteurs politiques, avec notamment la brève interpellation d'une vingtaine de militants du MPP. Et au-delà de ces aspects, vous avez également le renforcement de la diplomatie. Vous avez quand même le rétablissement des relations diplomatiques avec un pays comme la Corée du Nord. Vous avez la réouverture de nouvelles ambassades de certains pays, notamment la Russie, par exemple, 31 ans après. Donc,
sont des choses assez importantes. Et donc, je pense que sur le plan diplomatique, il y a quand même eu ces éléments. Et puis, bon, vous avez quand même certaines décisions courageuses qui ont été prises. Quand on parle, par exemple, de la dénonciation, par exemple, des accords militaires, bon, c'est un élément important. Avant, c'était difficile d'imaginer tout cela, voilà, le faire. Mais je pense que les autorités de la transition ont eu quand même le courage de le faire, tant et si bien qu'aujourd'hui. C'est vrai, ça a un prix. Toute décision a des conséquences, comme on le dit, mais le plus important, c'est de pouvoir justement résister, parce que lorsqu'on prend une décision, il ne faut plus regarder en arrière, il faut effectivement progresser. Et je pense que jusqu'à preuve du contraire, dans cette dynamique. Et là, je pense que c'est un élément assez important. Ce qu'il faut peut-être faire aussi, c'est de travailler justement à ce que tout le monde regarde dans la même direction par rapport effectivement à ce changement de cap, cette nouvelle orientation. Donc, ce sont des décisions importantes, j'allais dire. Alors, il faut aussi dire qu'il y a quand même eu des décisions importantes, notamment la suppression de la Haute Cour de justice, du CS, du médiateur du FASO également, et la création, bien sûr, du Conseil national des communautés. Et donc, ce sont des décisions importantes. Il y a eu aussi d'autres décisions concernant des réformes, notamment sur le CSE, et naturellement, la dernière réforme ou les dernières réformes constitutionnelles avec l'érection des langues locales en langue officielle. Et l'Assemblée vient d'adopter les réformes constitutionnelles. Donc, ce sont des éléments importants qu'on peut noter quand même au titre de l'année 2023. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, mais je me limite là pour l'instant. Oui, Adama. Je pense que je vais rejoindre un peu Dabadi. En tout cas, sur le plan politique, il y a quand même eu pas mal de remous, notamment le marquage à la culotte, je reprends ces termes, des partis politiques, parce que le contexte dans lequel le Burkina Faso se situe, il faut travailler à ce que les gens regardent dans la même direction pratiquement, d'autant plus que les gens sont prêts pour des intérêts quelconques ou pas, prêts à, en tout cas à saper certains efforts. Moi, je vais aller un regard beaucoup plus l'extérieur, avec, sur le plan diplomatique, avec la mise en place de l'AES, et qui, dans un premier temps, c'était sur les questions de sécurité, et voilà, que les trois pays se sont associés parce qu'ils partagent les mêmes frontières, ils partagent les mêmes réalités. Mais au dernier sommet, à la dernière rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de l'espace AES, nous avons vu d'autres questions économiques et monétaires qui sont venues se griffer. Donc, c'est dit que inexorablement, c'est une nouvelle dynamique sous-régionale qui est en train de se créer, et je me dis forcément que si la CEDEAO, par exemple, n'y prend garde, parce qu'il est pratiquement en déphasage du point de vue des aspirations des peuples, si la CEDEAO même n'y prend garde, elle risque d'emboîter le même pas que le G5 Sahel, qui était déjà né à sa création. Donc, ces pays-là, c'est travailler surtout à ce que les objectifs de reconquête des différents territoires soient une réalité. Le premier aspect. Le deuxième, c'est également noter la dénonciation. C'est parce qu'il faut avoir vraiment du cran pour dénoncer certains accords qui datent et qui n'arrangent pas du tout certains partenaires. Et là, vous avez vu en crescendo, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont tour à tour dénoncé ces accords-là, et qui vont permettre ces pays-là d'engager davantage des recettes pour le budget national. D'autant plus que à l'annonce de l'annulation de ces accords-là, automatiquement, vous avez suivi certains pays partenaires comme la France, qui a automatiquement suspendu certaines aides, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral. Mais à l'heure où vous regardez, ces mêmes pays, ces mêmes partenaires-là sont en train de revenir d'une certaine manière, parce qu'ils connaissent bien les enjeux, ils savent que sur le plan géostratégique, s'ils ne font pas attention, ils sont en train de perdre, en tout cas, leur influence économique au profit de leur peuple dans ces espaces, dans cet espace sahélien. D'accord, on vous a bien compris. On peut dire également que cette année 2023 a été marqué, si je peux le dire ainsi, Cambiré, par une sorte de mobilisation populaire autour de la transition, avec des marches à répétition. Exactement. Moi, le seul point que j'allais noter, à la suite de tout ce que vous avez déjà dit, c'est ces efforts constants de stabilisation institutionnelle. Ça pourrait étonner ceux qui sont habitués à ces questions, mais moi je vois
que la veille citoyenne bénévole que l'on constate, notamment dans les grandes villes, qui ne veulent plus que la transition soit perturbée, c'est cela la politique. C'est-à-dire c'est une implication de la société à la base qui voit que le pays et ses dirigeants ont pris la direction remplie d'espoir et que donc qui veillent. Je pense que la politique, c'est pas seulement au sein des partis politiques déjà reconnus officiellement qui doivent occuper donc le paysage politique. Je pense que le citoyen, notamment à la veille citoyenne, peut aussi jouer. Et si on veut parler de démocratie, c'est de la vraie démocratie authentique, endogène que nous constatons. Donc, au cours de l'année 2003, s'il y a un aspect, 2023 plutôt, c'est un aspect que je dois souligner, c'est cela. Et vous avez vu que lorsqu'ils ont entendu qu'il y avait des rumeurs de coup d'État, nuitamment, ils se sont mobilisés. Et je pense que depuis lors, là, la mobilisation ne faiblit pas. Je pourrais aussi... Rien que hier, tout à fait. Voilà. Je voudrais aussi quand même... saluer un peu une sorte de sagesse que moi j'ai observée au niveau des leaders politiques qui étaient les plus connus, notamment Zéphirin Diabré, Maître Sankara, qui s'est même engagé, je pense que volontairement, et bien d'autres qui ont observé les choses et sans doute qui ont compris que les contextes dans lesquels ils réclamaient le pouvoir, s'ils l'avaient, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Donc je pense qu'ils ont observé avec beaucoup de sagesse et je pense qu'ils sont allés même, si je ne m'abuse, avec Edi Komboego devant et bien d'autres leaders devant, exprimer leur soutien à la transition. Donc je pense que c'est aussi des éléments à noter. Je pense qu'un jour, on reviendra à la normale. Les partis politiques pourront reprendre leurs activités, mais pour l'instant, ça a été sage de leur part d'observer, même s'il y a d'autres aussi qui ont sans doute à répondre de leurs actes. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut noter également dans les faits qui ont marqué l'année 2023, ce meeting manqué ou raté, en tout cas des OSC, qui a défrayé beaucoup la chronique au Burkina? Vous parlez du meeting qui a été interdit. Oui, des OSC et des syndicats qui a été interdit. Moi, je pense que c'est un peu la fausse note. C'est un peu la fausse note si on doit donner les bons et les mauvais points. Parce que c'est vrai, ils avaient un autre discours. Est-ce que les privés de parler n'y créent pas plus de problèmes que de les laisser parler? Je pense qu'à ce niveau, au niveau du débat, vous voyez, les partis politiques, comme l'a dit Kambiré, les leaders ont compris, certains font profil bas pour laisser les militaires travailler. Je pense que les syndicats et les OSC aussi avaient quelque chose à dire. Même si on n'était pas d'accord, on peut les laisser s'exprimer. Mais le fait de s'exprimer, ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires. Mais il faut, je pense que dans la démarche aujourd'hui, pour 2024, ce que moi je souhaite, parce qu'il y a les défis de 2024, il y a l'espoir qui est né de l'engagement militaire, la détermination des soldats et des VDP. Il y a la solidarité nationale qui se développe petit à petit. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Burkinabé qui n'est pas intéressé à la victoire aujourd'hui et qui va mettre le peu qu'il a sa contribution pour y aller. Maintenant, ce sont des... C'est vrai qu'on ne peut pas avoir l'unanimité totale, mais le fait que ces gens-là existent aussi, si... Bon, il y a des qui disent qu'ils nous divertissent, qui nous empêchent d'aller à l'essentiel. D'aller donc à la reconquête du territoire qui est l'objectif premier. Je pense aussi que souvent, il ne faut pas leur donner trop de pouvoir. Parce qu'on a vu sous Blaise, il y avait une opposition sous tout le régime de Blaise, mais ils avaient le droit à la parole, mais c'était quand même un régime. Aujourd'hui, c'était sous le parapluie de la démocratie, c'était un régime militaire. On sait ce qui s'est passé. Mais les gens ont eu quand même droit à la parole. Il faut qu'on évite justement, parce que moi je souhaite, c'est mon désir, que la transition gagne la guerre avec tout le monde. C'est vrai, on doit faire des efforts pour ramener les brebis galeuses à l'intérieur, mais il faut qu'on évite
la répression outre mesure. Parce que souvent, ça a plus d'impact négatif que positif. Même si là, il faut dire clairement que ce n'est pas de l'autorité, en tout cas le gouvernement qui, de façon claire, en tout cas, avait dit qu'il n'y a pas de... Mais bon, on va dire que c'est les partisans, c'est l'autorité. Bon, c'est une précision qu'il faut apporter. Je pense que la délégation spéciale, oui, c'est la délégation disant spéciale qu'ils avaient le droit, disait qu'il y avait des risques de débordement. Oui. Et moi, la lecture que je fais, peut-être il ne faut pas laisser une brèche dans l'évolution des choses parce que ça pourrait fragiliser la mobilisation. Il ne faudrait pas que tout d'un coup, il y a beaucoup plus de Burkinabés qui veulent marcher pour dire ici ça va, ici ça va pas, plutôt que de Burkinabés qui veulent lutter pour mettre fin au terrorisme. Je pense que c'est la lecture sans doute que la délégation faisait en disant non, on tait encore sur ce sujet, peut-être 2025, pourquoi pas. Non, je ne remets pas en cause. Moi, je parle dans le principe. C'est-à-dire que, comment on appelle ça, les conditions, enfin, les motivations du PDS, je suis d'accord, c'est l'autorité. Il regarde, il a des informations, il décide non, pour cette fois non. Peut-être que demain, peut-être que dans une autre circonstance, ils vont accepter la marche. Mais je dis, quand on est trop braqué, ça peut nous amener à faire des erreurs. D'accord, oui, Dabadi, très je rapidement. pense effectivement que ce qu'on pourrait dire, c'est quoi? C'est effectivement la question... j'allais dire des libertés d'une certaine manière. À mon avis, ce qu'il faut, c'est peut-être le dialogue qu'il faut renforcer. Parce que j'ai l'impression effectivement que même la suspension des activités des OSC, des partis politiques, ça passe pour certains, mais pour d'autres, ça ne passe pas. Parce que j'estime qu'il n'y a pas suffisamment peut-être de dialogue. C'est vrai, le dialogue n'est pas rompu entre les deux partis. La preuve, le chef de l'État les a déjà rencontrés. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un cadre qui permette aux dirigeants et aux différentes entités, c'est-à-dire surtout partis politiques ou OSC, d'échanger sur la marche de la nation. Comme on l'a dit, l'espoir qui est né, il faut l'entretenir. Et ce n'est pas les seuls soldats qui le feront. C'est l'ensemble des Burkinabés. Donc, il faut permettre effectivement aussi à ces acteurs politiques de jouer leur rôle. On peut leur demander ce sacrifice-là, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'activités qu'ils peuvent mettre en berne. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour tenir un meeting, il faut forcément que le meeting soit sécurisé. Il faut qu'il y ait l'autorisation. Donc, et ça dépend de quel type de meeting on veut tenir. Donc, je pense qu'il faut effectivement à ce niveau travailler à ce qu'il puisse y avoir un renforcement du dialogue. Comme on le dit, il y a les fous du roi. Et un roi qui n'a pas de fou, s'il n'y a pas de fou de roi, ça pose problème. Parce que ça donne l'impression que tout va bien. Or, il y a quand même des moments où certaines décisions peuvent être discutables, peuvent être améliorées. Voilà, le fait de dire on n'est pas d'accord ne veut pas dire qu'on rejette tout. En fait, il a résumé en fait ce que je voulais dire. Peut-être l'exemple n'était pas bon, mais moi je pense que pour 2024, parce qu'il faut qu'on soit encore plus solidaire, il faut qu'on soit encore plus dans la cohésion, dans la solidarité. Et je pense que s'il y a un effort, il y a une démarche consensuelle, il y a un cadre qui permet d'avoir tout le monde, de préparer l'avenir ensemble, la victoire. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui pensent déjà à l'après-victoire. Mais si on discute, on concentre les gens sur l'objectif de sortir de la guerre à travers des cadres de discussion assez, j'allais dire, assez élaborés. Bon, c'est tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Je laisse pas beaucoup de temps. Je crois que par rapport à la manifestation du syndicat et puis de certaines organisations de la société civile, je crois que bon, le PDS, il est avant tout un administrateur civil. Je crois que c'est le haut commissaire également du Kadiogo. Il a un certain nombre de tenants. Et déjà, il faut situer même quand même le contexte parce que déjà à l'annonce, il y avait eu quand même des menaces qui sont venus sur les réseaux sociaux et au regard de ces éléments-là, et vu que c'est pas dans un endroit assez, puisque je crois qu'il devrait faire une marche, une procession, donc tout ça, étant donné que souvent... Non, je pense que c'était une city, c'était un meeting à la bourse du travail. Oui, il n'y avait pas de marche. C'est évident que les forces de défense et de sécurité, bon déjà en sous-effectif, parce qu'il y a pas mal de besoins de sécurisation, donc peut-être que c'est tous ces éléments-là qui ont amené peut-être le PDS à demander à surseoir. Sinon les cadres, je crois que ces cadres-là aussi existe parce que je crois que le syndicat au gouvernement est un cadre. Donc peut-être ils auraient pu faire prévaloir ces aspects-là pour pouvoir mieux se faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, notre objectif commun, c'est la reconquête du territoire, c'est la paix. Et puis maintenant, après, on verra le reste, quoi. D'accord. Vous gardez la parole parce qu'on n'est plus par le temps pour parler donc de l'économie et de la gouvernance de façon générale sur ce plan économique. Qu'est-ce que vous retenez
en 2023? Sur le plan de la gouvernance, sur le plan de l'économie, permettez-moi quand même de greffer socio-économie. Voilà, sur le plan de la gouvernance, quand même, je crois qu'il y a pas mal de textes que le gouvernement a pu prendre pour encadrer, pour améliorer la gouvernance de la gestion des affaires publiques, notamment, je pense déjà à cette disposition au niveau du ministère de la fonction publique, voilà, qui, en tout cas, qui amène peut-être les décideurs, parce que vous savez, dans le temps, il y a des responsables qui ont pris des décisions qui ont coûté cher au budget de l'État. Donc désormais, en tant que premier responsable d'une structure, avant de prendre une décision qui aura une incidence financière imputable au budget de l'État, les gens vont commencer à réfléchir par deux fois. Souvent, c'est parfois des incohérences pour des raisons personnelles, parfois qui ne sont pas vraiment scientifiques. Au-delà de ça, il y a également sur le foncier. Le gouvernement a eu du cran. Je sais que c'est pas le foncier, c'est pas du donné. Ils ont eu du cran, ils ont pu faire passer la loi. Les décrets aussi sont tombés. Maintenant, c'est dans la mise en œuvre également. On espère qu'ils vont y arriver. Et au-delà de ça, sur le plan socio-économique, il faut se dire que les résultats étaient assez bons, comme le ministre de l'économie l'a fait savoir, en termes de mobilisation des ressources, ils étaient à 101% de réalisation, je crois. Et je l'avais dit sur ce plateau. Et j'ai tenté d'avoir des éléments dans les zones à fort défi sécuritaire, notamment la région de la Boucle du Mouhoun, le nord, le Sahel, bon, et puis l'Est. Mais ce que je sais déjà, au premier semestre de 2022, je crois que la direction régionale des impôts de l'Est avait dépassé les prévisions. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond de sensibilisation, de communication qui a été fait. Donc, il n'y a qu'à encourager cela. Au-delà de ça, ce que je retiens, c'est la pose des premières pierres, soit du centre universitaire de santé de Gawa, l'usine de tomates à Bobo, l'usine de raffinerie. Mais le bémol, c'est que quand j'ai écouté le Premier ministre lors de son discours sur la situation de la nation à l'Assemblée nationale le 1er décembre, je suis resté sur ma soif parce que les infrastructures, j'ai l'impression que les infrastructures routières ont été un tant soit peu délaissées, alors que c'est un élément moteur du développement socio-économique du Burkina Faso. Vous savez déjà, mettre en place les usines de transformation de tomates, c'est bon, mais il faut s'assurer aussi que les voies d'accès, les voies d'approvisionnement et les voies d'exploitation sont assurées. Et c'est le vrai problème du Burkina Faso. Et quand vous prenez aujourd'hui pratiquement le territoire national, quand vous êtes à Tougan déjà, vous avez près de 90 km pour allier Ouayougé. Actuellement, c'est vrai qu'ils sont en train de travailler sur l'axe Ouayougé-Titao, mais Titao-Gibo, mais on a une insuffisance notoire d'infrastructures routières. Et ça, il faut mettre l'accent. Je m'attendais à ça. On vous a bien compris. On est bousculé par le temps. Il nous reste 7 minutes pour terminer l'émission. On va permettre aux autres aussi de dire un mot sur ce volet économie et gouvernance à Dabadi. D'accord. Alors, oui, je pense qu'il a déjà quand même dû citer pas mal d'éléments. J'ajouterais quand même qu'effectivement, le lancement de l'actionnariat populaire est une chose extrêmement importante. Parce que l'APEC, exactement, ça a permis effectivement à l'ensemble des Burkinabés, sinon à la majorité, et de comprendre qu'on peut effectivement développer l'industrie au Burkina en comptant sur nos propres forces. On n'a pas besoin d'aller ailleurs emprunter 10 milliards, 20 milliards, endetter le pays avec des intérêts à payer pour des décennies. Non, on n'en a pas besoin. Sur place, on peut mobiliser des fonds. Ça, c'est un élément extrêmement important sur le plan économique. Donc, il y a eu certaines décisions telles que la dénonciation aussi de la convention fiscale de non-double imposition avec la France notamment. Il y a eu la résiliation de la convention également de concession de l'aéroport de Danson. Donc, ce sont des mesures effectivement importantes sur le plan économique. Il y a eu aussi des mesures incitatives qui permettent d'inciter les entreprises, des citoyens à créer des entreprises et de surtout les rendre viables. Cet aspect aussi, il faut noter, est extrêmement important à mon avis. Alors, je pense qu'il y a eu en tout cas, naturellement, la création du fonds de soutien patriotique, qui est un élément très important, qui permet de mobiliser suffisamment de ressources. Et tous ces éléments sont effectivement à mettre à l'actif en ce qui concerne 2023. Il y a eu effectivement aussi, il faut le dire, la maîtrise même de l'inflation. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres qui sont communiqués, nous sommes à moins de 1% du taux d'inflation
c'est quand même extraordinaire. Parce que quand on regarde les pays qui nous entourent, des pays où il n'y a pas eu de coup d'État ou qui sont en paix, ou relativement en paix, on peut dire que le taux d'inflation est très élevé. Mais au Burkina, on a réussi quand même, donc c'est important. Maintenant, là où le problème se pose, c'est que, comme on le dit trivialement, l'argent ne circule pas. Et il n'y a qu'à aller en banque seulement pour le constater. Ça veut dire quoi? La dette publique, la dette intérieure, il faut que l'État travaille justement à ce qu'on puisse régler la dette intérieure. Parce que si les entreprises n'arrivent pas à fonctionner, ça va poser un problème. Or, 2024 qui est annoncé, et on sent qu'il y a des nouvelles mesures de taxes, etc., qui arrivent. Donc, les Burkinabés sont volontaires vraiment pour contribuer, mais il faut aussi les permettre de pouvoir le faire et sans pour autant que, on mette ces entreprises qui existent déjà en péril. Donc je pense que c'est l'aspect... Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Est-ce que dans ce contexte, on doit laisser l'argent circuler sans focaliser donc toutes ces dépenses, sans être focus sur sécurité et reconquête du territoire? C'est vrai, mais c'est comme on le dit aussi, il ne faut pas tuer la poule aux yeux d'or. Sinon, mais on n'aura plus quelque chose pour faire la guerre. Donc il faut effectivement trouver le juste milieu pour effectivement pouvoir mobiliser, continuer à mobiliser. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui est vraiment extraordinaire. Et regardez de par le passé, l'initiative de contribution populaire, ça ne date pas de la transition du MPSRD. Hein. C'est depuis Souro, mais ça ne prenait pas. Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui les gens contribuent? Ça veut dire qu'ils croient en quelque chose. Ils sont convaincus qu'aujourd'hui, on peut aller vers la victoire contre les terroristes. D'accord, on vous a bien compris. Il faut travailler à ce que cette confiance soit renforcée. Oui, je vais dans le même sens, mais je pense que je partage le point de vue contraire. Je pense qu'en fait, l'idée là, il faut qu'on continue à investir. Vous n'êtes pas d'accord avec Dabadé sur ce point? Il faut qu'on continue à investir. Et cela veut dire un sacrifice. Ou bien vous allez avec des mesurettes pendant 10 ans en rampant, ou alors vous sacrifiez pendant 2 ans et vous vous mettez debout. Donc je pense que nous sommes dans la phase où, même en 2024 là, si on doit prendre, même si c'est un jour de salaire chaque mois pour contribuer, c'est afin qu'on puisse aller vite. C'est un choix. Ou alors on peut laisser les choses évoluer lentement, au risque qu'il y ait des événements nationaux, internationaux qui viennent mettre fin au processus et vous replonger dans le passé. Bref, sinon je comprends ce qu'il veut dire. Moi, l'élément que je peux noter, c'est un peu de façon résumée une sorte d'application politique économique d'austérité avec une hausse des prix des carburants et l'introduction de nouvelles taxes destinées à financer la lutte contre le terrorisme, mais aussi à financer une partie de la prise en charge des PDI et enfin à financer donc des projets pour relancer l'économie. Il a cité un certain nombre de projets et notamment, j'allais dire, l'intensification de la production agricole qui a permis, malgré qu'il y ait des gens qui ne travaillent pas, d'avoir quand même une sorte de petite augmentation. Lui, l'économiste, ils savent que 1,30% d'augmentation, ça veut dire déjà qu'on ne recule pas. Et donc, je pense que c'est une sorte d'endiguement pour pouvoir se lancer. Je pense que c'est ce que je peux souligner. Effectivement, tout cela nous a permis quand même aussi de maîtriser donc, le taux d'inflation, et puis qui est un peu satisfaisant. Et puis, quand même, d'avoir un regard positif des bailleurs de fonds. Je pense que le FMI même nous a accordé des financements et je pense qu'on n'a plus trop de bisbilles avec ces institutions quant à la gestion donc, du budget national. Je pense que c'est ce que je peux dire en termes économiques. D'accord, il nous reste très peu de temps pour terminer. Nous allons demander donc à la régie de nous accorder 3 minutes pour pouvoir terminer cette émission avec l'économiste du Faso sur des questions économiques justement. Non, je pense qu'ils ont abordé la plupart des faits marquants de l'année 2023. Moi, je voulais essayer dans les grandes lignes. Vous voyez, en 2022, quand le MPSR2 arrivait, enfin, à la prise du pouvoir, on ne donnait pas cher de la peau du Burkina. C'est-à-dire un second coup d'État en moins d'1 an. On se disait que l'économie allait plonger, les sanctions, les Américains sont partis, revenus partir. Certains... La France voilà, beaucoup de robinets nous ont été fermés parce que les gens se disaient bon, trop c'est trop, bon, on va pas, faut sanctionner pour l'exemple parce que ça commençait à devenir un peu contagieux. Mais l'État en tant qu'institution, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, n'est pas tombé. Les institutions qui sont restées en place, et je pense que
aujourd'hui, il faut rendre un peu, j'allais dire, je n'aime pas féliciter, mais il faut rendre hommage un peu à notre administration publique. Parce que l'État a continué à fonctionner et à bien gérer. Quand je dis bien gérer, des ressources voilà, si on peut le dire. voilà, à développer des initiatives pour que les pays tiennent sur pied, continuent de faire la guerre et continuent de financer un certain nombre de choses. Moi, je vous dis que quand vous dites que les routes, par exemple, ça, ce n'est pas de gloire que je fais la transition, mais regardez comment les rues à Ouagadougou sont retapées rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, les grands travaux, on ne peut pas, on est en guerre. Par exemple, l'autoroute Ouaga... Abidjan. Oui, les Ivoiriens avancent. Nous, on ne peut pas avancer. Nous, on est en guerre. La concentration des ressources vont ailleurs. 2024, on va nous demander encore des efforts. Comme il a dit, bon, chacun, selon ses revenus, va essayer de contribuer pour qu'on sorte vite. Parce que le vrai problème, c'est ça. Il faut qu'on sorte vite de cette situation pour aller de l'avant. Si on reste encore 2-3 ans dans cette situation, ça va être la chienlit. D'accord. Voilà. On vous a bien compris. Alors, avant de vous laisser partir, j'ai l'occasion de vous avoir pour le dernier numéro de débat de presse de 2023. Je vais vous demander peut-être de désigner votre homme de l'année ou institution de l'année à qui vous pensez Cambiré. Vraiment, j'aurais souhaité avoir homme de l'année au pluriel, parce qu'il y a beaucoup de domaines. Le domaine Fabrice nous a fait rêver avec notre première médaille digne de ce nom. Mais bon, si je dois prendre une personnalité, je dirais le président de la transition. C'est pas parce qu'il est le président. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. La décision qu'il a prise de dire quiconque s'attaque au Niger aura affaire au Burkina Faso. Il était le premier à sortir déjà. Qui vous a le plus marqué? Ça nous a évité que le Niger ne sombre et que toute la région ne s'embrase et que tous les efforts qu'on a fait jusque-là ne soient vains. Je pense que ça a été aussi le début de la mise en place de l'AES et de toute cette coopération qui va crescendo. Notre premier ministre et celui du Mali sont au Niger. Donc, pour moi, je donne donc... On vous a bien voilà, compris. Mon vote au président de la transition. Homme de l'année, c'est le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré Dabadi. Mon homme de l'année, c'est le professeur Tinto, qui a, il faut le dire, dirigé les travaux qui ont permis justement de mettre au point le deuxième vaccin contre le paludisme. Quand on regarde le nombre de morts qu'on a chaque année dû au paludisme et qu'aujourd'hui on a la possibilité de réduire considérablement ces morts à travers le vaccin qui vient d'être mis en place, ben on ne peut que s'en réjouir, le féliciter et surtout l'encourager à aller de l'avant. Merci Dabadi. Alors Adama Kabore. Je le rejoins également. Mon homme de l'année, c'est le professeur Alidou Tinto et par-dessus toute la communauté scientifique et universitaire qui fait un travail colossal de recherche, surtout en matière de lutte contre le paludisme. J'ai suivi une conférence sur la dengue à l'université de Ouagadougou et c'est là que tu sais que nos scientifiques travaillent à fond. Merci beaucoup. Merci. Alors, dernier mot pour Abdoulaye Tao. Notre journal à paraître demain, c'est mardi. Bon, nous, on a pris 3 hommes de l'année parce que c'était difficile d'avoir une seule personne. Donc, il y a le professeur Alidou Tinto, comme on dit, qui vraiment nous a vraiment fait plaisir. N'oubliez pas, ça fait quand on est dans un contexte de guerre et où on a la tête à autre chose. Mais il y a des gens qui arrivent à nous donner l'espoir pour dire voilà, c'est un pays sur lequel on peut compter. Deuxième homme de l'année, c'est deux sportifs que nous avons mis ensemble, Iron Baby, qui ont... Oui, pendant que tout le monde, politiquement, tout le monde nous jetait la pierre, voilà, des poutiches, machin. Et voilà, il y a des gens qui, chaque fois qu'il y a une grosse manifestation, le drapeau du Burkina les tenait très haut. Iron Baby et puis Fabrice Zango. Donc nous, on a ces 3 personnalités-là comme hommes de l'année. Merci à vous, en tout cas, pour vos différentes contributions à cette émission qui s'achève. Merci à vous pour la fidélité à l'émission Débat de presse. Avant de nous quitter, nos voeux de santé, de succès et surtout de paix retrouvée pour le Burkina Faso. On se retrouve l'année prochaine pour un autre numéro de Débat de presse.